Le Rescambis, c'est un lieu d'ouverture, un lieu d'échange, mais c'est donc un lieu d'association. Aujourd'hui, pour accéder à une école dans ce type-là, il faut s'associer, parce que la société ne propose pas des écoles. Je ne savais pas en fait. Voilà. Un jour, j'étais dans la cour et quelqu'un m'a dit ah, la garderie, je m'en vais, tu gardes les enfants. Comme ça, je commence à... Étant donné que constamment de nouveaux parents arrivent, de nouvelles familles, de nouveaux enfants, on voit des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, d'autres pas, etc. Donc ça implique de repenser, de se remettre en question, voilà. Ce que ça m'interpelle, c'est que l'école ne va pas de soi. Pour la première semaine, quand on est arrivé au début d'année, je me rappelle que Néo et Maëlie, ils ont dit oui, aujourd'hui il y avait des nouvelles tables qui sont arrivées, on les a amenées. J'ai dit ah bon? Et j'étais super heureuse. Parce que pour moi, ça fait partie de la vie. Donc c'est pour moi associé pour faire école. Donc les enfants sont impliqués dans l'espace tout d'abord. Donc ils font leur école. Et je pense que c'est important, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas les parents derrière pour faire des fêtes, on n'a pas de matériel pédagogique. Enfin, c'est très basique ce que je dis, mais c'est concret. C'est très important le fait qu'on soit obligé aussi de faire des manifestations pour faire rentrer de l'argent. Je trouve que c'est super parce que ça crée des liens et ça aide aussi justement à être un peu plus associé et donc à être aussi plus proche de ce que fait l'enfant à l'école, et parce qu'on s'entraide entre parents. Et ça change aussi les relations avec les enseignants, parce que quand on a plié des cadeaux avec un enseignant, forcément on n'a pas la même relation avec. C'est vrai que pour moi, la calandrette, c'est forcément avec les parents. Une école sans parents, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je n'arrive pas à l'imaginer, je ne l'ai pas vécu, et bon. Et cette possibilité de rentrer dans l'école et en tant que parent d'être acteur sur quelque chose et de faire des choses ensemble avec les enfants, avec les enseignants, avec les autres parents, oui, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'il faudrait approfondir encore plus. Il y a quelque chose, par exemple, qui serait venu spontanément à la bouche de ceux qui ont créé Calandrette, c'est la langue. Et c'est pour ça que je replacerai tout très rapide, un petit historique de la création de Calandrette. Parce que si on doit s'associer, autant qu'on s'associe sur une histoire commune. Jaume Haribo, qui est celle qui a créé la première calandrette à Béziers. Je lui ai posé la question, je lui dis, mais pour vous, bon finalement, calandrette c'est quoi? Des enfants, des parents, des enseignants, une langue. C'est sorti. La deuxième créatrice de calandrette, c'est Anne-Marie Roth, qui est à Pau. Alors je lui ai posé la même question, pour vous, calandrette c'est quoi? Elle me dit, l'école, c'est le chantier des parents. Calandrette est née au même moment, la même année, à deux endroits différents, sans que personne ne se connaisse. Et ça naît en 1980, parce que, en 1980, ça fait à peu près 10 ans, que le problème des langues régionales émerge. Au moins jusqu'au XVIe siècle, l'occitan, c'est la langue dominante. À partir du moment où le français devient langue officielle, eh bien, l'occitan, dans les élites intellectuelles de l'époque, il perd son statut de langue normale. Démission des élites intellectuelles qui, dans la région, vont petit à petit abandonner la langue. Les élites, pas les 99% de la population. En 1856, vous avez ici dans la région un inspecteur qui descend, qui vient de l'administration, qui vient voir comment on parle français dans les écoles. Alors il est très surpris parce que personne ne parle français dans les écoles. L'enseignant, pour se faire comprendre, il est obligé de passer par la langue du... Alors il fait un rapport en disant c'est quand même un scandale, il y a une langue française quand même, et puis les gens ne l'appliquent pas. Bon. En 1883, vous avez les lois Ferry qui rendent l'instruction publique obligatoire, cette fois-ci tout le monde est obligé d'y aller, en espérant qu'en plus on va y imposer le français. Alors c'est vrai que là par contre, ça commence à devenir plus répressif. En 1850, 90% des gens parlent occitan. Bon. En 1950, 10%. Il a fallu un siècle pour éliminer la quasi-totalité de l'occitan du parler normal. Et je choisis cette date avec dessein parce que les gens qui ont créé Calandrette, ils sont nés à cette époque. Dans les années 70, vous voyez, vous avez tout un mouvement culturel de renaissance des langues régionales. C'est là, c'est dans ce mouvement-là, que va naître la première école à Pau.
Parce qu'en fait, à Pau, Anne-Marie Roth, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Jacques Echeroth, qui est chanteur, qui connaît Claude Marty. Et il veut faire lui aussi un groupe occitan. Anne-Marie Roth est instite. C'est intéressant de savoir, du public. Et elle dit, moi, on venait d'avoir des enfants avec Claude, on s'est dit, il n'est pas question qu'on les mette dans l'enseignement public. On veut créer un truc un peu à l'identique. Et il décide avec le petit groupe où ils étaient de créer une école, 5 enfants. Et très rapidement, l'école est montée en puissance, parce que c'est passé par le réseau des occitanistes, il y a une école qui se monte, etc. Ils ne connaissaient rien du tout à la pédagogie freinée. Mais alors, rien. Hein. À Béziers, vous avez Jahomette Haribo, institutrice du privé, qui, elle, le week-end, quand elle n'a rien à faire, il faut voir tout ce qu'elle avait à faire, enfin bon, le week-end, en plus, accompagner des gens sur des projets d'apprentissage de l'occitan. Et elle est membre de l'IO, il y a une réunion à l'IO, et à ce moment-là, l'IO dit on pourrait peut-être faire une école. Elle n'a pas d'enfants. Hein, alors qu'Anne-Marie Roth, à Pau, c'est ses enfants qu'elle met à l'école. Jahomette, elle est instite, elle n'a pas d'enfants. Alors elle se renseigne un petit peu, comment on peut faire, etc. Et elle se rend compte qu'en fait, bon, elle ne peut pas le faire dans le cadre de l'enseignement privé, ça ne marche pas, l'enseignement privé, on peut pas entendre parler d'une école. Donc elle démissionne. La question que je lui pose, mais attends, mais tu as été payé comment pendant tes 2 premières années? Ah, mais ça, c'est les actions des parents. Ça, c'est les parents qui ont fait des fêtes, qui ont fait des trucs, qui ont ramené des machins, etc. Sinon, moi, j'avais 0 salaire. Donc, ce sont les parents qui, financièrement, ont soutenu directement, par toute une tas d'animations, d'activités, etc., la naissance de cette école. Donc, l'association, vous voyez ici, elle est excessivement importante. C'est là que le mouvement s'est monté, petit à petit. Calendrette, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que l'école se décide non pas par l'État, c'est pas lui qui vous dit ce que vous allez faire, c'est les parents, les enseignants, et tout à l'heure tu as très bien dit, le personnel qui participe à cette école, qui dit ce que sera Calendrette. Et je dis ce que sera, parce que les deux, Jahomette Haribo et Anne-Marie Roth, me disent, mais toutes les deux ont eu la même réflexion. Nous, on n'a pas pensé Calendrette comme elle est aujourd'hui. Mais c'est pas nous, Calendrette, c'est à vous. Voilà. On ne sait pas exactement ce qu'est Calendrette, ou plus exactement, il y a 3 piliers. C'est l'association qui fait vivre les 2 autres piliers, la langue et la pédagogie. On est dans une école innovante, ça n'existe nulle part. On est à la pointe de ce qui se fait en matière éducative. Hein. Donc aussi bien par l'aspect pédagogique, mais par la pratique de la langue et le rôle des parents. Hein. Comment ça se passe depuis le début dans cette école, l'association des parents? Et ça a démarré avec entre 5 et 7 enfants sur un an. Je pense que là-bas, c'était les parents qui se sont rassemblés pour faire une école pour leurs enfants. Donc après, ils sont allés voir la fédération des calendrettes, leur demander comment ça se passe. Et puis le jour où ils ont trouvé un local et suffisamment d'enfants pour pouvoir démarrer quelque chose, la fédération a envoyé un enseignant. Donc l'enseignant, il n'est pas à la base du projet, historiquement ici. Non, mais je parle d'ici. Hein. Mais dans notre formation, on aborde beaucoup le côté association, justement, parce que ça fait partie du projet Calendrette. Donc c'est vrai que nous, les enseignants, on est très associés entre nous déjà, parce que c'est fondamental. On n'est pas chacun tout seul dans sa classe face à ses élèves. C'est vraiment un travail d'équipe pédagogique. Et autant que possible, on y associe les autres adultes de l'école, les salariés, au niveau de la réflexion par rapport aux enfants, par rapport au fonctionnement, par rapport à toutes les idées qui viennent. Et à un moment donné, il y a eu un besoin des parents justement de s'exprimer sur qu'est-ce qui se passe dans l'école avec les enfants. À partir d'une certaine taille, tant que c'est petit, on se voit, on discute comme ça et ça suffit. Puis à un moment donné, ça suffit plus parce qu'on ne peut pas voir tout le monde comme ça entre 2 portes, le soir on boit un coup ensemble, ça ne marche plus. La difficulté, c'est de poser la limite. On est parents, oui, mais on n'est pas enseignants. Et nous, on est enseignants et on n'est pas parents. Et forcément, il y a des moments où ça frotte, où on n'a pas tout à fait la même... Il faut qu'on puisse discuter, mais ce n'est pas aux parents de venir faire la classe à notre place, comme ce n'est pas à nous d'aller vous dire ce que vous devez faire chez vous. Voilà. Et donc, c'est devenu Rescambi pour justement recadrer ça.